Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast de l'Université des Hauts Potentiels. C'est Siegfried C., le fondateur de l'université. Et aujourd'hui, je vais m'essayer un exercice très particulier d'expliquer l'éthique, les critères moraux et les bénéfices apportés à l'Université des Hauts Potentiels à un sceptique pour le convaincre du bien fondé de notre travail. Tu vas te dire, mais quel est l'intérêt pour moi d'écouter ça ? Alors déjà, tout d'abord, je ne suis pas du tout un expert de la rhétorique. J'ai des compétences dans un autre domaine, mais pas du tout celui de la rhétorique. Mais ça peut te servir à comprendre les mécanismes de persuasion et même de manipulation. Et ça va te permettre d'avoir les cartes en main pour déterminer les critères de qualité de ce qu'on appelle un expert de manière générale. Donc dans cet exercice que je vais faire devant toi, ça va te donner les clés justement pour décrypter justement si une personne est experte ou pas. Et tu pourras me donner ton avis d'ailleurs en description pour me dire si ça t'a convaincu ou si tu vois des failles dans ce que je t'explique et tout au moins de me donner ton avis. Donc, je te souhaite la bienvenue à l'Université des Hauts Potentiels. C'est une université dans laquelle on aide les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Et tu sais que tu as déjà en lien en description de cette vidéo ou du podcast vers une première formation offerte. Déjà, tu vois, rien que ça, est-ce que c'est pas quelque chose qui décrédibilise l'Université des Hauts Potentiels ? On va le voir, justement. Alors, pourquoi je suis en train de faire cet exercice-là ? Première chose, c'est parce que beaucoup de hauts potentiels sont en souffrance. Et moi qui suis passé par cette case-là, je ne peux pas laisser passer ça. Donc c'est parce que justement, je veux aider des personnes. C'est ma mission de vie, c'est inscrit dans mes valeurs. J'ai un message de bienveillance à faire passer et surtout, des solutions qui fonctionnent à proposer à ces hauts potentiels. Mais l'Université des Hauts Potentiels est plongée dans l'océan rouge de la guerre de l'audience et des attaques qu'il peut y avoir dans cet océan rouge, d'autres personnes qui sont dans la peur, dans le manque. Quand je dis d'autres personnes, c'est d'autres personnes qui naviguent dans la même thématique, c'est-à-dire des psychologues, des thérapeutes, des gens qui sont dans les métiers des neurosciences, tout ce qui touche justement à la santé mentale. Eh bien, on a aussi des attaques là-dedans, mais je pense surtout que ce sont des gens qui ont peur, qui ont des peurs au niveau du manque aussi, des manques à gagner, des manques, chacun a ses propres peurs. Et on ne veut pas être associé justement à cette guerre. Et on ne veut pas être associé à quelque chose qu'on ne défend pas du tout. Quand j'entends parfois le mot gourou, le mot arnaque, le mot pas sérieux, ça ce sont des choses qui aujourd'hui m'éveillent, moi, au fond de moi, une réaction émotionnelle physiologique. Ça me fait vraiment du mal quand j'entends ça. Donc ça veut dire que ça touche une de mes valeurs profondes. Et donc il faut absolument que j'extériorise ça, que j'explique le bien fondé par cet exercice que je suis en train de faire. Donc tu vois, il y a à la fois des valeurs extérieures, des besoins extérieurs, parce qu'on a un message et on a des solutions qui fonctionnent, et à la fois intérieures, parce que j'ai besoin aussi d'expliquer ça pour poser ça sur le papier, là c'est plutôt l'audio, et faire, mettre ça, une première brique dans cette explication. Alors déjà, c'est quoi justement un expert ? C'est quoi un expert ? Voilà. Comment on fait pour devenir un expert et être reconnu, justement, en tant qu'expert, alors que ce soit une personne ou une entité comme l'université. Et c'est là que déjà on peut se poser une première question qui est manipulation ou persuasion. Alors attention, de mon point de vue, la manipulation, c'est le fait de pousser quelqu'un à faire quelque chose, par exemple à acheter quelque chose dont il n'a pas forcément besoin. Ça, c'est de la manipulation. La persuasion, c'est d'expliquer avec pertinence tous les tenants et tous les aboutissants pour convaincre des personnes, justement, que la solution, elle est parfaitement adaptée. Et là, au moment où j'utilise de la persuasion dans notre activité, dans l'Université de Hauts Potentiels, c'est lorsque je sais qu'en face de moi, j'ai une personne qui, si elle avait une solution, se porterait beaucoup mieux,
mais qu'elle n'a pas encore compris le bénéfice qu'apporte cette solution. Et là, je mets en place de la persuasion parce que je sais que c'est pour son bien. Là où ça serait de la manipulation, et c'est valable pour tous les experts d'ailleurs, c'est quand on pousse quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas forcément besoin. Donc c'est là la différence déjà quand tu vas... Qu'est-ce que c'est qu'un expert? Un expert reconnu, c'est quelqu'un qui ne va pas manipuler les gens, mais qui va plutôt essayer de les persuader. Donc c'est totalement différent. Donc attention dans le discours, quand quelqu'un manipule, il va te pousser, et on en voit certains, notamment sur le web, parce que c'est beaucoup plus visible, qui vont essayer de manipuler en disant « tu as besoin de ça, c'est ça qu'il te faut, tu vas faire ça et tu vas voir, tu vas aller mieux, etc. » Mais est-ce que cette personne, cet expert, s'est déjà posé la question de savoir si ces gens en avaient vraiment besoin? Non. Il y a juste une volonté... c'est quelque chose qui est vraiment orienté sur le fait de faire de l'argent, voilà, par exemple. Et c'est vrai que parfois, c'est très difficile en tant qu'expert et en tant que chef d'entreprise, j'en fais partie moi aussi, de faire la part entre il faut que l'entreprise vive, donc génère des bénéfices, et il ne faut pas manipuler les gens. Il faut simplement les persuader, et ensuite, ils disposent de cette solution, et c'est eux qui doivent prendre la décision. Et à la fin, ils ne doivent pas se retrouver avec un paquet de solutions dont ils n'auraient jamais eu besoin avant la manipulation. Donc déjà, c'est une question, manipulation ou persuasion. Et si on parle de levier de persuasion, parce que en tant qu'expert, qu'est-ce que c'est qu'un expert? Si c'est quelqu'un qui arrive à persuader de son expertise, il y en a beaucoup de leviers de persuasion. Il y en a beaucoup. Je vais t'en expliquer certains, comme ça va te permettre de comprendre le fonctionnement, parce que dans mon ancien métier, lorsque j'étais directeur marketing, on utilisait ces leviers de persuasion, et je les utilise encore aujourd'hui, pour justement, c'est un petit peu comme l'analogie du couteau ou des mains. Avec un couteau, on peut faire de la cuisine, et avec un couteau, on peut tuer quelqu'un. Avec des mains, on peut pétrir de la farine et en faire du pain, et avec des mains, on peut étrangler quelqu'un. Donc l'outil en lui-même n'a pas le bien ou le mal. C'est ce qu'on en fait. C'est l'utilisation qu'on en fait qui fait que ça va le transformer en un outil bénéfique ou maléfique. Eh bien, la persuasion, c'est la même chose. La persuasion, c'est pour persuader quelqu'un parce qu'elle a besoin de quelque chose et qu'on sait que ça va lui apporter des solutions, c'est positif. Mais la persuasion devient manipulation lorsque la personne n'a pas besoin de cette solution. Donc, revenons au levier de persuasion. Premier levier de persuasion, c'est ce qu'on appelle, c'est très basique, c'est de lever les objections. C'est de dire, ok, il y a quelque chose qui te rebute, quelque chose qui te pousse à ne pas aller plus loin, eh bien je vais t'apporter une réponse, comme ça tu vas pouvoir aller plus loin. Alors le truc très basique, la levée d'objection basique qu'on peut avoir, c'est par exemple quelqu'un qui va te dire non, c'est trop cher, c'est une objection, parce que votre produit, votre service est trop cher, donc je n'en veux pas. Et donc il faut répondre, il faut lever l'objection et dire oui, mais en fait, attention, est-ce que vous avez bien pris en compte le tarif? Est-ce que vous l'avez comparé à d'autres solutions, etc. Et là, on lève une objection en apportant une réponse éclairée qui va dire non, mais en fait, le problème n'est pas dans le tarif. En fait, on se rend compte que effectivement, le tarif est tout à fait acceptable et même parfois économique. Ça, c'est lever une objection. Donc, un expert, quand il fait de la persuasion, il est capable de lever des objections. Deuxième étape, c'est la sympathie. Un expert qui veut justement persuader les gens doit mettre des leviers de sympathie. La sympathie, c'est quoi? Ça va être par exemple alors il y a un de mes collègues qui appelait ça la méthode de l'homme aux cheveux blancs. C'est-à-dire que si par exemple on met face à face deux personnes, à gauche on met un jeune de 25 ans qui présente un produit, un service, un coaching, une formation, et à droite on met une autre personne qui a à peu près la soixantaine, les cheveux blancs, et qui va dire exactement les mêmes phrases, eh bien on va avoir beaucoup plus de sympathie pour l'homme aux cheveux blancs, parce qu'il représente la sagesse, et une personne âgée, c'est pas dans l'inconscient collectif qu'une personne âgée va arnaquer quelqu'un. Par contre, un jeune de 25 ans sera plus à même d'arnaquer ça. Ça, ce sont des idées reçues, mais ce sont des idées reçues qui fonctionnent encore, et donc la sympathie,
c'est par exemple, alors on ne va pas les se teindre les cheveux en blanc, hein, mais ça peut être ça comme levier de sympathie. Ça peut être aussi de parler de sa famille. De dire, ben voilà, moi je ne suis pas quelqu'un de seul, j'ai une femme, des enfants, et donc le père de famille représente l'image de la personne responsable qui ne va pas arnaquer les gens pour ne pas engager sa famille dans des problèmes, etc. Donc ça, c'est le levier de la sympathie. Ensuite, il y a la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi ? C'est de montrer que la personne, l'expert ou l'entité, hein, si on parle de l'université de haut potentiel, a une preuve de réussite qui est manifestée par des personnes qui ont suivi les conseils ou les accompagnements. La preuve sociale, ce sont donc par exemple les témoignages, les études de cas de personnes qui ont utilisé les produits ou les services et qui vont donc pouvoir témoigner, de dire effectivement, cette personne, cet expert, lorsqu'il parle, il n'est pas tout seul dans son coin à parler. Et quand quelqu'un dit quelque chose, c'est une phrase. Quand plusieurs personnes disent la même chose, ça devient une vérité. C'est un autre levier, c'est le même levier ça. Hein. Donc ce qui fait que voilà, quand une personne est toute seule mais qu'il n'y a aucun moyen de vérifier ses dires, effectivement le doute est émis, et le doute, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que lorsqu'on d'autres personnes, d'autres témoins, d'autres utilisateurs, d'autres élèves témoignent, eh bien ça vient renforcer cette preuve sociale qui prouve que ça fonctionne. Le quatrième levier de persuasion, c'est la rareté. La rareté, alors c'est un levier qui peut être malicieux quand il est mal utilisé. Encore une fois, c'est un outil, la rareté. Comme tout à l'heure, l'analogie du couteau, on peut faire le bien ou le mal. Il y en a qui mettent de la rareté de partout, mais une fausse rareté. Par exemple, ça va être demain, acheter mon produit parce que demain il est retiré. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il est retiré ? Parce que j'ai décidé de le retirer, donc c'est fini. Après, derrière, je le retire parce que je sais que ça va faire vendre. En gros, c'est ça. Donc une fausse rareté, c'est pas synonyme d'un expert accompli, d'un expert éthique. Donc la rareté doit être justifiée. Si par exemple un expert te dit « Ok, cette fois-ci on ne va prendre que 150 élèves », c'est une information de rareté, il n'y a pas d'explication. Si on dit « Je vais prendre 150 élèves parce que sinon après on ne pourra pas s'occuper de tout le monde », eh bien c'est une vérité. Parce qu'une personne ou une équipe ne peut pas gérer 500, 1000, 2000 personnes comme ça en un claquement de doigts. Donc il faut qu'il y ait une justification à cette rareté, ou parfois, souvent, comme je dis, moi c'est la rareté ou l'urgence. L'urgence, c'est de dire, ok, mais en fait cette formation, cet accompagnement ne sera disponible que jusqu'à cette date, parce qu'effectivement, mon rôle en tant que coach et en tant que thérapeute, c'est de te faire passer à l'action, pour ton bien. Donc, cette formation, cet accompagnement ne sera disponible que jusqu'à cette date-là. Et passé cette date, tu ne pourras plus accéder. C'est un moyen pour moi de t'inciter à passer à l'action, parce que c'est mon devoir en tant que coach de t'inciter à passer à l'action, parce que je sais que ça, c'est bon pour toi. Ensuite, la personne n'est pas manipulée. C'est elle qui a entre les mains la décision de dire « Ok, effectivement, ça me convient, donc je prends, ou ça ne me convient pas, et c'est pas grave. » Il n'y a pas de manipulation de pousser à faire quelque chose. Ensuite, comme levier, 1, 2, 3, 4, 5e levier, c'est la cohérence et l'engagement. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est vraiment une des valeurs que nous, on défend au niveau de l'université, c'est de mes valeurs aussi. La cohérence et l'engagement, c'est de toujours, par exemple, toujours respecter sa parole, toujours respecter ses engagements, de ne pas changer d'avis. Lorsqu'on annonce une date, eh bien, on respecte la date. Lorsqu'on annonce des choses, voilà, on tient parole. C'est la cohérence et l'engagement qui fait que sur le long terme, on va se rendre compte si une personne est fiable ou pas. Et ça, c'est un levier de persuasion pour un expert. Un expert qui n'a pas de cohérence, qui n'a pas d'engagement, ce n'est pas un expert de confiance. Ce n'est pas un expert qui peut être... il pourra être reconnu, bien sûr, mais voilà, ce n'est pas un expert de confiance, c'est le cas de le dire. Donc la cohérence, c'est le respect des dates, des engagements, de la parole, de ce qu'on dit, de ce qu'on écrit, de ne pas se contredire, de ne pas retourner sa veste. C'est ça la cohérence et l'engagement. C'est très important ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6e levier, la réciprocité.
La réciprocité, encore une fois, c'est un levier qui est très puissant, le levier de persuasion, hein, puisqu'on parle de levier de persuasion, mais qui est très mal utilisé, encore une fois, parce que j'appelle, moi, les jeunes requins. On peut appeler ça les jeunes requins, mais moi j'aime bien, c'est les jeunes requins ou les vieux requins qui utilisent ce levier de la réciprocité de manière, encore une fois, malicieuse. C'est quoi le levier de la réciprocité? Comme il faut imaginer l'analogie d'une balance, la balance de la réciprocité, dans laquelle je vais mettre beaucoup de poids en ma faveur. Et ce qui fait que la personne en moi, le patient, l'élève, le client, va se sentir redevable de cette réciprocité. C'est par exemple, mais tiens, ça fait 3 fois que je t'aide sans rien dire, tu pourrais quand même m'aider aujourd'hui. Ça, c'est la balance de la réciprocité qui penche en ma faveur. C'est, j'ai beaucoup donné pour toi gratuitement, maintenant, la bienséance veut que tu me rendes l'appareil. C'est la réciprocité qu'on met en place, et c'est un levier qui doit être, éthique. Parce qu'aujourd'hui, on met en place beaucoup de réciprocité en disant, notamment sur le web, hein, je parle principalement sur le web, hein, puisque c'est là que nous on se trouve, c'est, tiens, je t'ai donné un PDF, je t'ai donné 3 petites vidéos bidons, hein, c'est très creux, et donc la réciprocité est là, et donc maintenant tu vas acheter quelque chose. La réciprocité, là, on n'est pas dans la règle de la loi de Pareto du 20-80, hein, c'est pas... voilà. Nous, ce qu'on essaye de faire, et ce que je recommande quand on veut déterminer si un expert et éthique et bienveillant, c'est de vérifier l'équilibre de cette réciprocité. Et nous, l'équilibre, il est toujours de 80-20, on respecte la loi de Pareto, c'est-à-dire qu'on va donner 80%, même plus, de contenu gratuit, alors pas gratuit, j'aime pas, mais offert, et on va seulement propose 20% de payant. Ce qui fait que l'énorme majorité de notre production est offerte. Et quand tu as 80-90% de contenu qui est offert, la balance de réciprocité, elle est énorme, elle penche en notre faveur. Et c'est vrai qu'après, il y a des personnes qui viennent dire, je veux être accompagné par vous parce que vous m'avez tellement donné, tellement apporté, qu'effectivement, je me sens redevable de vous aider. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière, nous, on ne met pas juste un petit PDF ou 3 vidéos. Il y a des centaines de vidéos qui durent entre 25-30 minutes avec du contenu travaillé, des recherches, des références dedans. Donc, c'est une réciprocité qui se doit être éthique pour que vraiment ça fonctionne de manière pérenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e levier, ce sont les études de cas. Donc les études de cas, ça correspond à la preuve sociale dont je t'ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas me paraphraser. Et un dernier levier, qui est un levier, tu vas voir, c'est un petit peu risqué, c'est ce qu'on appelle la polarisation. La polarisation, c'est quoi? C'est d'être clivant, de dire voilà mon camp, et voilà les ennemis ou l'ennemi. Et donc on va polariser l'audience en disant, tiens, ça, si tu te reconnais en ça, tu es notre ennemi. Si tu te reconnais dans notre description, tu es notre ami et tu es dans notre camp. Donc c'est vraiment tranché dans le vif, hein, avec une hache en disant, voilà, ici c'est la frontière entre ceux qui sont dans notre camp et ceux qui ne le sont pas. Et l'être humain, hein, c'est encore une fois, c'est de l'approche psychologique, hein, l'approche comportementale de l'être humain, aime ce comportement-là. Il faut que ce soit noir ou blanc pour un être humain, malheureusement c'est comme ça, alors qu'il y a plus de nuances. Et donc il va aimer cette notion de camp. Moi je suis dans ce camp, je fais partie de ces personnes-là. On l'a très bien vu récemment avec les gilets jaunes, je fais partie des gilets jaunes, avec les partis politiques, je fais partie de tel parti politique, avec les clubs de sport, je fais partie de tel club de sport, je défends mes couleurs. Il y a la notion de camp, de territorialité, qui est ancestrale, il ne faut pas oublier qu'on est avant, il n'y a pas très longtemps, on était encore dans la savane, dans notre clan, dans notre tribu, dans notre... comment on appelle ça? Dans notre meute. Et donc, c'est resté présent. Et quand quelqu'un réactive cette notion de meute, de tribu, eh bien, ça réactive chez nous ce réflexe ancestral de dire « oui, je sens faire partie de cette communauté » ou « je sens ne pas en faire partie ». Et ce qui fait que les personnes se reconnaissent bien mieux et vont donc après accepter plus facilement de suivre les conseils et d'acheter les produits ou le service d'une personne. Donc la polarisation, c'est bien, encore une fois, si elle est bien faite, et si elle est sincère. Et aujourd'hui, il y a des experts qui polarisent juste parce qu'ils utilisent le levier de la polarisation, alors que derrière, il n'y a pas de fond. Quand moi, par exemple, je dis que j'aime pas trop les psychologues, par exemple,
je suis en train de polariser les gens. Parce qu'il y en a qui vont dire non, les psychologues c'est très bien tout ça, il y en a d'autres qui vont dire non, effectivement, les psychologues, il y en a marre. Il y a même des psychologues qui vont être contre moi, il y en a qui vont dire effectivement, c'est vrai, moi j'étais psychologue pendant quelques années et c'est pas possible. Donc je polarise. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un argumentaire derrière tout ça sur les psychologues. Donc je n'attaque pas le psychologue en tant qu'être humain, j'attaque le statut de psychologue, l'étude psychologue et l'état de la psychologie moderne aujourd'hui. Et donc, comme ça, je polarise parce que j'ai un argumentaire en disant non, ça devient trop poussiéreux la psychologie, c'est très peu efficace d'après ce que j'ai pu en voir, tester, expérimenter et obtenir comme témoignage, alors que malheureusement, il y a des gens, les psychologues eux-mêmes sont souvent des gens passionnés, mais on les enferme dans un carcan de trop poussiéreux, de mon point de vue. Et donc, je polarise, je dis voilà, si tu es dans mon camp et que toi aussi tu sens que la psychologie moderne, elle est poussiéreuse, etc., bah, rejoins-nous. Et si c'est pas le cas, bah écoute, va voir un psychologue et puis tu verras ce qu'il en ressort. Donc je polarise, mais parce qu'il y a une argumentation derrière. Il y en a d'autres qui polarisent alors qu'il n'y a pas de fond derrière. C'est un petit peu l'histoire du bon et du mauvais chasseur dans les inconnus. Il y en a qui polarisent, bon bah ils polarisent, hein. Et puis il y en a d'autres, ils polarisent, mais bon, c'est pas pareil. C'est un petit peu pareil, mais bon, c'est surtout pour une question de fond. Voilà. Donc on voit qu'il y a des leviers comme ça de persuasion qui sont utiles pour reconnaître un expert, mais quand on va chercher plus loin que ces leviers de persuasion, quand on va voir pourquoi il lève une objection, pourquoi il a de la sympathie, est-ce que c'est une véritable sympathie, est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il ne met pas en avant, je sais pas moi, sa femme, sa grande expertise, ses années d'expertise, ses enfants, etc., pour juste attirer notre sympathie, ou c'est parce que vraiment ça fait partie intégrante de son fonctionnement. Et c'est là où ça devient compliqué. Et c'est là où moi, personnellement, Siegfried C., j'ai du mal. Parce que, en tant que haut potentiel, ça a toujours été un des problèmes dans ma vie de justifier mes compétences, par exemple. Je suis quelqu'un, depuis ma putain d'enfance, j'ai été élevé comme ça, c'est si tu fais bien un travail, tu seras récompensé pour ce travail. Et on se rend compte que dans le monde aujourd'hui, c'est pas tout le temps le cas. Alors parfois oui, mais très rarement. C'est minoritaire. En général, il faut bien faire les choses, et il faut montrer qu'on les fait bien pour être reconnu. Et donc, voilà, il faut aller chercher le fond derrière tout ça, et c'est très difficile de faire la différence entre quelqu'un qui va par exemple mettre sa famille en avant parce que il sait que ça va faire vendre, alors que derrière c'est peut-être un mauvais père, c'est peut-être un mauvais mari, j'en sais rien, et quelqu'un qui le fait parce que vraiment la famille fait partie intégrante de son équilibre, de son bien-être. Mais là, comment le faire voir ? Bon, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, comment faire pour tout ça ? Comment faire pour, justement, justifier auprès d'une personne sceptique, parce que c'était ça le problématique au début, une personne sceptique, du bien fondé de l'université, de l'éthique de l'université des hauts potentiels, derrière. Alors, il y a plusieurs leviers que nous, on essaye de mettre en place. C'est pas évident de mettre en place, de faire se réaliser tous les projets qu'on a. Le premier, c'est de faire de la recherche fondamentale. C'est de se dire, ok, il y a beaucoup de choses à découvrir au niveau des hauts potentiels, des hypersensibles. Il y a très peu de recherches scientifiques qui sont faites. On va faire des recherches scientifiques. On va engager des personnes, des thésards, pour faire des nouvelles thèses sur le haut potentiel. Ça, c'est un de nos objectifs. La problématique, c'est que c'est extrêmement coûteux. Parce que déjà, il faut rémunérer ces personnes-là, parce que c'est pas gratuit non plus de faire ça. Il faut parfois louer des équipements. Si par exemple on fait une étude avec une IRM fonctionnelle sur le fonctionnement des cerveaux de haut potentiel, je peux te dire que la minute de location de l'IRM fonctionnelle, c'est pas comme si on louait une tronçonneuse. C'est pas la même chose. C'est bien plus cher. Donc il y a vraiment un budget colossal pour mener à bien une étude, en sachant qu'elle se voudra réaliste et reconnu que si statistiquement il y a assez de cas étudiés. Et là encore, ça engage une problématique de durée d'étude. Donc on peut financer une étude sur une semaine, mais si on engage une étude sur 1 an par exemple pour pouvoir faire passer assez de haut potentiel dans cette étude, c'est encore plus coûteux en ressources. Donc on veut en faire, on va mettre du budget dessus, mais pour l'instant, on n'a pas un budget suffisant pour aller le mettre dans cette recherche fondamentale. Ce n'est pas un des leviers qu'on peut utiliser parce qu'on a d'autres leviers qui vont apporter beaucoup plus de bénéfices. Donc ça, c'est la recherche fondamentale. C'est un projet qui verra le jour
à long terme. Le deuxième élément, c'était d'engager des psychologues dans notre équipe, dans l'équipe de l'Université de Haut Potentiel. C'est ce qu'on a fait. Dans notre équipe de coachs, on a des coachs diplômés, certifiés, et une psychologue qui est diplômée aussi. C'est là, encore une fois, qu'on va revenir sur la définition de l'expert. C'est quoi un expert? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un diplôme ou pas? Mais on sait qu'encore une fois, dans l'inconscient collectif, un diplôme représente l'expertise aussi. Bon, de mon point de vue, non, pas dans tous les cas. Mais voilà, on a engagé des personnes qui ont à la fois des diplômes et qui en plus ont une expertise qui est très... que nous, on a testé, on a validé en interne au niveau de ce fonctionnement-là. Après, encore une fois, on est dans la question, dans la polémique, est-ce que ce sont des diplômes reconnus ou pas reconnus? Un diplôme de psychologue, c'est parce que c'est un métier réglementé, donc tout le monde ne peut pas s'attribuer le titre de psychologue. Un diplôme de coach, c'est pas réglementé, donc tout le monde, à partir de demain matin, peut se proclamer coach, s'auto-proclamer coach. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des certifications de coach qui ont des noms, pour justement mettre un critère de qualité là-dessus. Mais bon, donc on a mis des coachs certifiés, des psychologues dans notre équipe pour apporter ce côté sérieux. Troisième élément que nous, on a mis en place, c'est au niveau des publications. On a 2 projets de livres qui sont, on va dire, à l'étude en ce moment. 2 projets de publication de livres. Un qui va être coécrit avec beaucoup de personnes, d'élèves de l'université. Et un deuxième que je vais écrire, personnellement, à propos des hauts potentiels. Et donc, d'être publié, d'être un auteur publié. Alors, j'ai été publié dans d'autres thématiques, dans le marketing, dans la santé, mais pas dans le haut potentiel, pas dans la santé mentale. Donc, d'écrire un livre qui va être publié, c'est aussi un des critères qui va nous donner un petit peu nos lettres de noblesse pour être reconnus. Alors, si en plus on arrive à faire un best-seller, bon, ça sera magique, mais on verra bien. Mais en tout cas, c'est ce qui est dans les bacs d'écrire un livre. Ensuite, il y a le principe des 10 000 heures. C'est un des grands principes qui dit que pour être un expert, il faut avoir au moins pratiqué 10 000 heures d'une activité pour être un expert. Voilà. On a cumulé assez d'expérience au bout de 10 000 heures pour tout maîtriser. Là aussi, c'est quelque chose qui est difficilement vérifiable quand tu as un expert en face de toi. Est-ce qu'il a plus de 10 000 heures ou moins de 10 000 heures? Alors, c'est sûr que si un expert qui est établi depuis 25 ans, effectivement, il a sûrement fait ces 10 000 heures. Mais est-ce que c'est un véritable critère de qualité? Parce qu'on peut être un mauvais garagiste après 25 ans, après avoir tenu 25 ans un garage, et être un très bon garagiste après avoir seulement 2 ans d'expertise dans la mécanique. Donc, ces 10 000 heures, c'est difficilement prouvable. Nous, de l'université, ça fait plusieurs années qu'on existe. Moi, ça fait plusieurs années que je coach. Ça fait presque plus de 10 ans que je coach maintenant. 15 ans presque, je crois que je coach. Mais c'est pas prouvable. On peut pas dire je coach depuis 10 ans. J'ai un diplôme qui certifie que ça fait 10 ans que je coach. Il n'y a que mon historique personnel qui fait qu'on peut vérifier qu'effectivement, j'ai commencé à coacher à l'Aviron, j'ai fait un accompagnement psychologique, qu'après j'étais coach dans l'entrepreneuriat, etc. Voilà, bon. Mais ce que moi j'aimerais, alors maintenant que je t'ai fait un petit point de vue sur les leviers de persuasion, sur ce que nous on a mis en place pour apporter de la crédibilité à tout ça, moi j'aimerais bien les creuser plus loin, parce que tu sais que quand on a un esprit de haut potentiel, on aime bien creuser plus loin et se dire ok, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver dans l'histoire des similitudes quant à ce fonctionnement que nous on propose à l'université? Parce qu'aujourd'hui, il est clair, je te l'annonce officiellement, on peut mettre un bandeau devant, on dérange. On dérange. Alors on dérange qui? Je t'ai un petit peu donné des indices tout à l'heure, mais on dérange. Parce que ce n'est pas... c'est nouveau. On jette un pavé dans la mare, on dit des choses qui ne sont pas dites. On dérange certains types de personnes et certaines institutions. Et quand on recherche un petit peu dans l'histoire, il y a différentes choses qui sont assez intéressantes. La première, c'est quand on creuse un petit peu, et si par exemple on prend l'historique de Sigmund Freud par exemple. Alors Sigmund Freud, si tu ne connais pas Sigmund Freud, c'est un neurologue autrichien qui est le fondateur de la psychanalyse. Alors bien qu'aujourd'hui on dise du bien et du mal sur la psychanalyse et qu'effectivement l'approche de Freud a été un petit peu modernisée aussi aujourd'hui, mais il est vraiment le fondateur de la psychanalyse. C'était un médecin viennois et il a eu beaucoup de mal au début
à faire passer ses idées. Alors, je ne veux pas me comparer du tout à Sigmund Freud, hein, bien que le début de notre prénom, Sig, ça revient à la même chose, mais moi, c'est Sig, S-I-E-G, et lui, c'est Sig, S-I-G. Juste pour te donner une analogie, si on prend du recul sur l'acceptation de la nouveauté. Donc, Sigmund Freud, il va comme ça mettre les premières briques pour justement la psychanalyse. Il va mettre ce qu'on appelle la théorie, hein, il va théoriser la psychanalyse. Et c'est très important d'expliquer ça, hein, parce que c'est le théoricien de la psychanalyse. C'est une théorie, la psychanalyse. Voilà. Il va s'influencer des théories sur l'hypnose. Encore une fois, c'est la théorie sur l'hypnose. Il va justement faire 2 grandes découvertes sur la sexualité infantile, sur l'inconscient. Il va avec ça élaborer plusieurs théorisations psychiques sur l'inconscient, la relation avec le rêve, la névrose. Puis il va proposer une technique de thérapie, la cure psychanalytique. Et il va exposer comme ça ces techniques de psychanalyse. Il va même écrire divers ouvrages sur ça. Mais ça n'a pas été tout rose pour lui au début, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes pour faire reconnaître justement cette psychanalyse. Alors je vais te citer un petit paragraphe qu'il y a sur Wikipédia, hein. Donc je ne vais pas t'expliquer chaque fois les noms que l'on cite, mais écoute plutôt le fond. Selon Helen Berger, les idées de Freud ont été bien reçues. Pour Ernest Jones, ultérieurement Jean-Luc Donnet, c'est le contraire qui est vrai. Donnet précise que le rejet violent de la psychanalyse par les médecins et surtout par les psychiatres est l'une des causes du fait que Freud s'est tellement réjoui du ralliement d'Eugène Bleuler à la psychanalyse, et de fait, c'est à Zurich que la psychanalyse obtient en premier un droit de cité en psychiatrie. La France s'est montrée d'emblée réfractaire à la psychanalyse. Ailleurs, le succès des ouvrages de Freud est important, mais inégal selon les pays. On le lit par exemple en traduction dans les années 1900 en russe. Les premiers travaux des disciples de Freud apparaissent également. Et Otto Rank, âgé de 21 ans, lui remet en effet le manuscrit de son essai psychanalytique, l'artiste de Der Künstler. Bref, on voit que c'est pas tout le monde qui se rallie à la psychanalyse, alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la psychanalyse a eu ses lettres de noblesse et encore ses lettres de noblesse. Donc tu vois que c'est tout. Il y a des phases d'acceptation dans l'innovation. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, ce que je reproche, moi, dans la psychologie, c'est qu'il n'y a plus cette innovation, il n'y a plus cet esprit de recherche fondamentale. Je n'ai pas vu de publication autour du haut potentiel, je parle spécifiquement, qui amène de l'innovation dans le haut potentiel, dans l'hypersensibilité. On est en train de touiller des théories qui sont installées depuis des années et des années et qu'on n'a pas réactualisées. Et quand on va rechercher les sources, on se rend compte qu'il y a très peu d'études scientifiques autour de ça. Ce sont que des théories. Et donc, on mouline des théories qui sont en place depuis des années, sans vraiment remettre tout ça au goût du jour. Et il y a une théorie qui se rapproche des phases d'acceptation, c'est la théorie de la diffusion des innovations. C'est ce qu'on appelle la courbe en S, qui fait qu'en fait, quand on a de l'innovation, au début, il va y avoir très peu de personnes, à peu près moins de 2%, qui vont accepter l'innovation. Après, ensuite, il va y avoir à peu près 13-14% des personnes qui vont être des adopteurs précoces de l'innovation. Ensuite, beaucoup plus tard, il va y avoir la majorité précoce des gens qui vont accepter l'innovation, 34-35%. Ensuite, il y a la majorité tardive qui va accepter encore 34-35%. Et ensuite, à la fin, plus que 16%, 15-16% sont les retardataires qui vont accepter l'innovation. Et ça, on le voit très bien dans le milieu de la technologie. Quand il y a des innovations technologiques qui arrivent, au début, il y a les geeks, ceux qui vont acheter en premier le nouveau téléphone, le nouvel ordinateur, le nouvel appareil photo. Ce sont les innovateurs qui vont être les minoritaires qui vont acheter tout au début. Ensuite, il y a les adopteurs précoces, ceux qui aiment bien acheter le nouveau téléphone, mais pas dès sa première sortie, quelques semaines, quelques mois après.
Ensuite, il y a la majorité précoce, c'est-à-dire la grande partie de la population qui va dire ok, on va acheter, c'est une nouveauté, ça a l'air d'être bien, ça a déjà été testé par des personnes, donc maintenant j'achète, c'est dans l'exemple. Hein. Ensuite, la majorité tardive qui va dire ok, maintenant tout le monde en a un, donc pourquoi pas moi aussi, donc j'achète. Et à la fin, il y a vraiment que les retardataires. Par exemple, dans l'exemple du téléphone, ça peut être les personnes un petit peu âgées, les retardataires qui vont dire tiens, ça a l'air bien cet iPhone, ça fait presque 10 ans qu'on en parle, est-ce que j'en achèterai pas un moi aussi? Voilà, ça on le comprend très bien dans l'innovation, mais cette courbe en S, elle existe dans toutes les innovations, autant dans les innovations de recherche fondamentale et dans la santé mentale aussi. Quand une innovation est amenée, elle subit cette courbe. Et il y a une citation qui décrit très bien ça. C'est ce qu'on appelle une citation apocryphe, qui est d'Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, c'est pas vraiment lui qui a fait cette citation-là, mais en fait, le fond, c'est ça. C'est toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Voilà. Et je voudrais que tu te fasses écho avec l'Université des hauts potentiels et cette citation, cette courbe en S, cette phase d'acceptation de l'innovation, cette théorie de la diffusion des innovations, dans le fait que est-ce qu'on n'est pas en train justement de jeter un pavé dans la mare de l'innovation au niveau de l'approche du haut potentiel, qui fait qu'aujourd'hui, on essaie un petit peu de nous ridiculiser au début. Après, on a une petite opposition, on a une belle opposition en ce moment, et il se peut que dans quelques années, on dise, mais en fait, c'est vrai que c'était évident qu'il fallait faire comme ça avec le haut potentiel, c'était comme ça qu'il fallait faire, mais bien sûr qu'il fallait le faire, alors que ce sont les mêmes personnes qui, quelques années plus tôt, étaient en train de dire, mais arrêtez totalement de faire ça, c'est scandaleux, parce que, je peux te le dire, là, ça fait 36 minutes que tu m'écoutes, j'ai eu des psychologues qui ont pignon sur eux, qui m'ont dit ça clairement, arrêtez tout de suite de faire ça, c'est scandaleux. Je leur ai envoyé une réponse, je leur ai dit mais pourquoi c'est scandaleux, expliquez-moi, venez parler à l'audience des hauts potentiels, venez vous exprimer en vidéo, on s'enregistre, on discute pour expliquer votre point de vue et que moi-même je comprenne et que mon audience ait votre avis, puisque vous êtes psychologue avec pignon sur rue et que vous êtes un spécialiste, un expert. Je n'ai pas eu de réponse positive pour faire ça. Donc on voit qu'il y a une forte opposition, comme je disais au début de ce podcast, des peurs, des angoisses, parce que ce sont des gens qui on est en train de, c'est mon analyse, d'aller un petit peu manger dans leur gamelle, pour être un petit peu vulgaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se disent « Oh là là, on va m'enlever des clients qui sont en train de m'acheter des choses. » Alors que, de mon point de vue, et je le dis tout le temps, le soleil se lève pour tout le monde. Je suis le premier à dire à un des patients non, franchement, là, ça n'est pas ma compétence du tout. Nous, ce qu'on appelle les troubles, par exemple les troubles du déficit de l'attention, on est outillé pour les dépister. Mais par contre, si tu veux vraiment faire un accompagnement, c'est pas chez nous qu'il faut aller, chez quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas spécialisé là-dedans. Pareil pour les troubles du spectre de l'autisme. Donc, je vais pas dire non, reste chez nous, prends des formations, fais du coaching, etc. Tu vas voir, ça va bien se passer. Moi, je suis le premier à dire va voir quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas adapté pour toi. J'ai pas l'expertise pour toi. Il y en a d'autres qui ont peur de ça. Donc c'est pour ça que je comprends pas cette opposition. Et c'est pour ça que je suis allé chercher plus profondément dans cette théorie de la diffusion des innovations. Et je trouve des réponses par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand on voit toutes les vérités, toutes les innovations, elles ont franchi ces 3 étapes. Au début, elles étaient ridiculisées. Regarde, la télévision a été ridiculisée au début. Ça ne marchera jamais, la télévision. Internet a été ridiculisé au début. Il y a une étude qui avait été lancée, je crois que c'était en France ou en Europe, qui a été demandée par l'État, alors je n'ai plus exactement les noms, mais qui avait été demandée pour étudier l'évolution d'Internet au tout début, et l'étude avait conclu qu'en fait, Internet, ça n'existerait, enfin, ça ne se développerait jamais, que c'était nul en fait. Et puis on voit que quelques années plus tard, Internet, c'est là. Donc voilà, elle a été ridiculisée. Après, il y a eu une forte opposition à Internet. Et puis pour l'instant, c'est une vérité. Tout le monde dit, mais non, bien sûr qu'Internet, c'était bien. Il n'y a plus d'opposition à Internet. La télévision, c'est pareil. La photographie, c'était la même chose. Avant, on peignait sur des tableaux. La première personne qui a tenté de faire la photographie, on l'a presque traité de sorcier. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ridicule, ça. Le film, le cinéma, la fameuse entrée en gare du train de la Ciotat, le premier film qui a été projeté
Au début, on a dit les gens qui sont sortis de la projection, déjà, ont été surpris par le film, mais ils ont ridiculisé. C'est ridicule, c'est un truc qu'on voyait d'ailleurs dans la foire, l'entrée du train en gare de La Ciotat. Le premier film était diffusé en foire, parce que c'était un truc, c'était ridicule, voilà. C'était pas alors qu'aujourd'hui, le cinéma, c'est le 7e art, voilà. Donc on voit que toutes les vérités, toutes les innovations passent par ces 3 étapes, et moi un petit peu, ça me rassure de voir ça, parce que je me suis dit, bon, j'espère être dans la vérité. Et peut-être qu'un jour, il n'y a que le temps, le fait d'être pérenne qui nous permettra de tirer des conclusions sur tout ça. Et de voir justement si on fait bien d'œuvrer là-dedans ou pas. Donc après, pour ce qui est de l'aspect gourou, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, l'aspect gourou. On a pris toute la définition des sectes, en fait, et on a pris tous les critères, et en soi, qu'on ne remplit aucun critère de la secte. Parce que quand on voit les critères de la secte, c'est assez radical. Nous, c'est pas du tout ça. L'arnaque, nous, on a un taux de satisfaction au niveau des formations d'évidente détection qui est, je crois que le dernier chiffre était à 85-87% de satisfaction. Et on a un taux de remboursement qui est un des plus bas sur le Internet. Alors, j'ai plus les derniers chiffres, il faudrait que j'aille voir, mais c'est quelques pourcents de remboursement. On est en dessous des 3%, je crois, de remboursement, aux alentours de 3%. De demande de remboursement, donc ce qui est ridicule quand on voit les taux de remboursement classiques sur Internet. Et quand, au niveau de la sérieuseté de l'université, on voit que ça fait des années qu'on est là, on n'a quasiment que des commentaires positifs qui sont là. Mais voilà, le problème, c'est que quand on le voit à l'intérieur, on en est conscient, mais qu'extérieurement, et moi, ce qui m'a déclenché, ce qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à ça, c'est que j'ai fait une demande d'interview à Fabien Olicard. Fabien Olicard, qui est un mentaliste, qui est très connu en francophonie aujourd'hui, quelqu'un que je respecte énormément pour son travail, que je trouve très intéressant, qui arrive à vulgariser beaucoup de choses, etc. Donc, en plus, un chef d'entreprise très performant, donc j'ai un grand respect pour ce Fabien Olicard. Et je lui ai demandé une interview il y a quelques mois en arrière, justement, par rapport à la sortie de son nouveau livre, que je trouvais très intéressant sur la productivité. Si tu me suis, tu sais que la productivité, c'est un de mes dadas. Et donc, je voulais l'interviewer par rapport à son livre pour qu'il nous apporte certains éclairages et en faire profiter à la communauté des hauts potentiels. Et il a fait une petite vidéo sur Instagram en story en disant « Mais tiens, il y a encore une personne qui est en train de me contacter. » Alors, il a été quand même assez diplomate là-dedans, mais assez clivant aussi dans le fait que, il a dit encore une personne qui vient me demander une interview, alors que derrière, entre guillemets, il n'a pas dit clairement, mais c'est un peu de l'arnaque. Voilà. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'une personne intelligente comme lui, avec ses compétences de mentaliste, se soit arrêtée à une première impression. Et c'est justement cette première impression qui, moi, me fâche un petit peu aujourd'hui dans l'université des hauts potentiels, c'est de se dire pourquoi, chez certaines personnes, on fait cette première impression. Alors c'est vrai qu'on a un marketing qui est présent, c'est vrai. La problématique, c'est que ça fonctionne, ce marketing-là. Ça fonctionne pour le bien des personnes qui sont là. Mais je sais que ce marketing gêne certaines personnes qui ne sont pas en accord encore avec l'argent. Donc pour finir l'histoire de Fabien Olicard, donc je poursuis, effectivement, on n'a pas eu d'interview. Je l'ai relancé plusieurs fois avec des vidéos assez ouvertes et assez humoristiques en lui disant ce serait dommage, viens, au moins on en discute et au moins tu me donnes ton point de vue là-dessus. Bon, j'ai pas eu de réponse, c'est sûrement son community manager qui a filtré, et je suis vraiment resté déçu de ça, parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément et avec qui j'aurais vraiment aimé discuter par rapport à ça et avoir son point de vue, pourquoi ça avait déclenché chez lui ce côté réfractaire à l'université. Il nous a mis en fait dans la masse des arnaqueurs, et ça voilà, chez moi, au niveau de mes valeurs, ça me fait fourmiller le ventre, on va dire. Et donc tout ça pour se dire, voilà, il faut trouver une solution. Le marketing est présent chez nous, mais parce que je sais que ce marketing est bienveillant et qui fonctionne, et qu'on est dans la persuasion et pas dans la manipulation. Et je sais que ça heurte certaines personnes quand il y a du marketing visible, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, marketing égale faire de l'argent. Faire de l'argent pour l'argent. Faire gagner beaucoup d'argent. Alors que le marketing, c'est encore une fois, c'est ce que j'expliquais au début, c'est un outil. C'est un outil avec lequel on peut faire le bien, le mal. Effectivement, le marketing, on peut vendre n'importe quoi, de l'arnaque totale et se faire beaucoup d'argent, mais aussi on peut vendre des choses extrêmement utiles et utiliser l'argent
récupérer pour développer d'autres projets. Et c'est ce qu'on fait. Alors je ne cache pas qu'au milieu, moi je prends une marge là-dessus pour vivre, il faut quand même que je paye mon loyer, que je paye ma voiture, ma nourriture, l'éducation de mes enfants, la santé familiale, etc. Tout ça. Mais ça, tout le monde travaille et mérite salaire pour ça. Mais la majorité du budget que moi je gagne, elle est totalement réinvestie dans l'université des hauts potentiels parce qu'on développe d'autres projets, on engage des personnes, on a engagé 4 coachs, on engage des personnes au niveau de la technique, on engage aussi des assistantes, on fait tourner du monde aussi et il n'y a pas tout l'argent qui tombe dans la poche de Siegfried qui devient le grand Manitou qui manipule les hauts potentiels en leur prenant leur argent. Donc voilà, il y a un marketing et je pense que ce marketing choque certaines personnes qui ne sont pas encore en accord avec ça et qui préfèrent se dire ok, je ne veux pas de marketing visible. Comme ça, au moins, je choque personne, je gagne un peu moins, mais je choque personne. Et moi, ça ne me gêne pas de choquer les gens. C'est justement mon profil au potentiel affirmé et qui se manifeste en disant que moi, j'en ai rien à foutre, en fait, maintenant. On est entre nous, ça fait 45 minutes, d'ailleurs, je vais arrêter le podcast. J'en ai rien à foutre, et si je dois faire du marketing pour développer mes projets, je ferai du marketing pour développer mes projets, et c'est tant pis si les autres n'adhèrent pas à ça. Mais d'un autre côté, il y a mon autre facette qui me dit c'est quand même dommage que des personnes intelligentes s'arrêtent juste à cette vitrine. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu es dans une rue, tu vois la vitrine d'un magasin, tu dis oh là là, ça pue l'arnaque ce magasin, je passe, je vais à celui d'à côté. Alors que l'autre a d'un coup une vitrine beaucoup plus jolie, ça attire, il y a une bonne odeur à la vitrine, mais quand on rentre dedans, en fait, c'est que des produits chinois ou de la pâtisserie usinée qui est à l'intérieur. Voilà, il y a cette dissonance que j'essaie de réduire et j'espère, voilà, cet exercice que j'ai fait aujourd'hui de convaincre un sceptique au niveau de l'université, ça sera poser les premières pierres de ma réflexion là-dessus. En tout cas, vraiment, franchement, si tu es encore là maintenant, vraiment tu es assidu, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va jusqu'au bout, mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses au niveau de l'université et quelles seraient d'après toi les solutions pour éviter cette dissonance entre le bien fondé, l'éthique qu'on a derrière tout ça, et cette première impression qu'on peut faire à certaines personnes. Dis-moi là en commentaire. Bien sûr, n'oublie pas, tu vois, je vais faire le marketeur, n'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo, de ce podcast, et soutenir la chaîne. Et comme je le dis toujours, n'oublie pas, on est une communauté, on avance ensemble. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est pas moi qui le disais, c'est Nelson Mandela. Et si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que peut-être que tu n'as pas le bon mode d'emploi. Donc, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Que la force soit avec toi. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Bye bye.